Le but de ce cours est de vous rappeler les essentiels sur les espaces de Hilbert. H va être un espace de Hilbert si c'est un K espace vectoriel, où K va être R ou C, et on va munir H d'une application qui va aller de H croix H K, qui sera un produit scalaire, si elle vérifie les propriétés suivantes. La première, c'est que l'application qui, pour y dans H fixé, à x associe x scalaire y, est linéaire. Donc pour nous, un produit scalaire sera linéaire dans la première variable. Deuxième propriété, celle-ci dépend du corps. Alors, si k est égal à r, nous allons demander que l'application soit symétrique, c'est-à-dire que x scalaire y est égal à y scalaire x. Une conséquence immédiate de ça, c'est que du coup, l'application est également linéaire en y. Donc, symétrie. Si k est égal à c, la propriété est légèrement différente, puisque nous allons demander que x scalaire y est égal à y scalaire x conjugué. L'effet de la conjugaison est que le produit scalaire sera antilinéaire dans la deuxième variable. Donc cette propriété est l'antisymétrie. Enfin, la troisième propriété est que x scalaire x est positif et que x scalaire x est égal à 0 si et seulement si x est égal à 0. Donc la propriété qui compte, c'est que x scalaire x égale 0 implique x égale 0. Par linéarité, la réciproque est vraie aussi. Alors, puisque x scalaire x est positif, on peut définir norme de x qui est la racine carrée de x scalaire x. Et on montre que ceci est une norme. Ceci provient de l'inégalité de Cauchy-Schwarz, qui est l'inégalité essentielle dans ce domaine. Valeur absolue de x scalaire y est plus petit que norme de x fois norme de y. Ce qui montre au passage que le produit scalaire est continu par rapport aux deux variables. Enfin, le Cauchy-Schwarz a un cas d'égalité bien connu. On a égalité dans cette inégalité si et seulement si x et y sont collinéaires. C'est-à-dire x scalaire y est égal à norme de x, norme de y, si et seulement si x et y sont collinéaires, c'est-à-dire que l'un est un multiple de l'autre. Une deuxième identité fondamentale dans les espaces de Hilbert est l'identité du parallélogramme. L'identité du parallélogramme relie les longueurs des diagonales aux longueurs des côtés dans un parallélogramme. Et celle-ci se lie norme de x plus y au carré plus norme de x moins y au carré est égal à 2 fois norme de x au carré plus norme de y au carré. Cette identité est essentielle dans la démonstration du théorème de projection que nous énoncerons plus loin. Alors, il faut aussi remarquer que cette identité du parallélogramme identifie, caractérise les normes issues de produits scalaires. Si une norme vérifie ceci, alors elle provient d'un produit scalaire, et ceci vient de l'identité de polarisation qui nous dit que x scalaire y est égal à 1 quart
de norme de x plus y au carré, moins norme de x moins y au carré, quand le corps K est R, alors que si K est égal à C, il faut légèrement modifier ceci, x scalaire y est égal à 1 quart, somme de j égale 0 à K, à 3, pardon, de I à la puissance moins J, X plus I à la puissance J, Y au carré. Alors, l'exemple fondamental est l'espace petit L2. Petit L2, c'est l'ensemble des suites qu'on va commencer à indexer à 0, qui sont complexes, telles que la somme des xn au carré est finie. Donc, c'est les suites de carrés sommables. Une fois que ceci est fini, un élément de L2 a pour norme de x égale somme de n égale 0 à l'infini d'xn au carré, le tout à la puissance 1,5. Et ceci, vérifie bien, va être une norme associée au produit scalaire, somme de n égale 0 à l'infini de xn, yn bar. Alors, nous allons démontrer que ceci nous fournit bien un espace de Hilbert, c'est-à-dire un espace vectoriel muni d'un produit scalaire et qui est complet, puisque cet exemple est essentiel. Et ça nous permettra de montrer comment on démontre une complétude. Alors la première chose, il faut déjà vérifier que tout ceci est bien défini. Donc ça va être un espace vectoriel complet, muni d'un produit scalaire, c'est-à-dire ce qu'on appelle l'espace de Hilbert. Donc, commençons la démonstration. Donc, commençons par montrer que déjà tout ceci est bien défini, que x scalaire y est bien défini, c'est-à-dire que cette série converge. Pour cela, on va montrer qu'elle est absolument convergente. Donc, on fixe grand N positif, et on regarde la somme de n égale 0 à l'infini de valeur absolue de xn, yn bar, c'est la même chose, puisque la valeur absolue du conjugué est égale à n. Et on utilise Cauchy-Schwarz dans Cn plus 1 pour dire que ceci est plus petit que la somme de n égale 0 à grand N de module de xn au carré de tout à la puissance 1,5 fois somme de n égale 0 grand N de module de yn au carré à la puissance 1,5. Là, on a des sommes de termes positifs, donc c'est plus petit que la somme jusqu'à l'infini, qui est norme de x au carré. Donc on se retrouve à avoir somme de n égale 0 à grand N de xn, yn, est plus petit que norme de x, norme de y. C'est donc une série bornée et donc convergente. Et on vient donc de montrer que somme de n égale 0 à l'infini de xn, yn, bar est absolument convergente. Ainsi, le produit scalaire est bien défini. Alors, il reste à montrer que c'est un produit scalaire. Et ça va être évident, puisque la linéarité en x est évidente, l'antisymétrie aussi. Le fait que x scalaire x soit positif est trivial, c'est une somme de termes positifs, et que c'est égal à 0, une somme de termes positifs est nulle si et seulement si chaque terme est nul. Donc tout ce qu'il faut montrer, c'est que petit L2 est bien un espace vectoriel. Donc il s'agit de montrer que le produit scalaire est bien défini, et pour cela il suffit de voir que petit L2 est un espace vectoriel. Maintenant. Mais ça, voilà, la linéarité est triviale, l'antisymétrie aussi, l'antilinéarité en yn en résulte, etc. Alors vérifions que c'est un produit
que L2 est un espace vectoriel. Donc on prend x et y dans petit L2, lambda mu de scalaire, et on regarde lambda xn plus mu yn au carré, et on utilise l'inégalité triangulaire et le fait que a plus b au carré est plus petit que 2a au carré plus 2b au carré pour majorer ceci par 2 lambda module xn au carré plus 2 mu module yn au carré. Donc, chacun de ces deux termes est sommable, donc le premier aussi, et donc lambda x plus mu y est bien dans petit L2. Donc petit L2 est bien un espace vectoriel. Il faut ensuite montrer que petit L2 est complet. Alors qu'est-ce qu'on fait? On prend une suite xn, plutôt xk, une suite de Cauchy dans petit L2. Chaque xk est lui-même un élément du xn, donc chaque xk est lui-même une suite. Pour éviter les confusions, on va noter l'indice k en exposant, et puis pour pas que ça fasse une puissance entre parenthèses. Et donc, chaque xk étant une suite, on l'écrit xk est égal à x0k, x1k, x2k, etc. Ensuite, nous allons fixer une coordonnée n, et on remarque que xnk moins xnl en module est plus petit que racine carrée du module au carré, donc racine carrée de la somme des modules au carré, c'est-à-dire xk moins xl en norme petit l2. Qu'est-ce que ceci nous dit? Ceci nous dit que, puisque xk est de Cauchy, xnk aussi. On fixe epsilon positif, grand K assez grand pour que pour tout K est plus grand que grand K. Norme de xk moins xl est plus petit que epsilon, il en va de même pour xnk moins xnk. Donc xnk, suite dépendante de k, est de Cauchy, mais cette fois-ci dans C. Et C est complet. Donc cette suite converge. Et on va noter sa limite. X indice petit n, puisqu'elle dépend de petit n. Donc xnk tend vers xn. Maintenant on fixe grand N, et on a somme de n égale 0 de xnk au carré. Ça c'est plus petit que xk au carré, et puisque xk est une suite de Cauchy, elle est bornée par une constante grand C. Et ici nous avons des carrés qu'on va remettre. C'est plus petit que xk carré, en norme L2, qui est plus petit que C carré. On fait tendre le k vers l'infini, on en déduit que somme de n égale 0 à grand N de xn au carré est plus petit que C, puisqu'on a grand N plus une suite, leur somme est plus petit que C et elles convergent. Et enfin, n étant arbitraire, ceci nous dit que somme de n égale 0 à l'infini de xn au carré est plus petit que C. Et donc est fini. Ainsi, xn est bien. La suite xn, on va noter x, est bien dans petit l2. Enfin, il nous reste à montrer que maintenant xk tend vers x dans petit l2.
Donc on reprend le même raisonnement. On écrit que la somme de n égale 0 à grand N de xnk moins xnl au carré est plus petit que la norme de xk moins xl dans petit l2 au carré qui est plus petit que epsilon, pour peu que k et l soient assez grands. Donc ici epsilon est fixé et kl est plus grand qu'un certain k qui dépend de l'epsilon. Ceci existe puisqu'on a une suite de Cauchy. Maintenant, on oublie la norme au milieu et on fait tendre L vers l'infini. On a une somme finie, donc on a parfaitement le droit. XNL tend vers XL, donc on obtient XNK moins X est plus petit que epsilon. Epsilon au carré, ça va être plus agréable. Enfin, maintenant, n étant arbitraire, on obtient bien que XNK moins XN moins 1. On obtient que xk moins x en norme petit L2, c'est-à-dire la somme allant de n égale 0 jusqu'à l'infini, est plus petite que epsilon. Et donc, ceci montre bien que xk tend vers x dans petit L2. Regardons ce qui est souligné, epsilon est fixé, il existe grand K, tel que si K est plus grand que grand K, norme de xk moins x est plus petit que epsilon. Xk tend vers x dans petit L2. Ainsi, nous avons montré que petit L2 était complet. Alors, la notion clé dans les espaces d'Hilbert est la notion d'orthogonalité. Rappelons que x et y totalement flou. Voilà. Donc la notion clé est celle d'orthogonalité. X et y sont orthogonaux si x scalaire y égale à 0. Ensuite, la notion suivante est celle de base orthonormée. Une suite EI indexée par n va être une base orthonormée dans l'espace de Hilbert de dimension infinie, sinon on l'indexe par un ensemble fini. Si EI scalaire EJ est égal à delta IJ, le symbole de Kronecker, c'est-à-dire 1 si égale J et 0 sinon. Et si l'espace vectoriel engendré par les EI est dense. Attention, ce n'est pas l'espace entier. C'est l'adhérence de l'espace vectoriel engendré par EI est égal à H. Et qu'est-ce qui se passe dans ce cas? C'est que tout X dans H va s'écrire sous la forme X égale somme de I allant de 0 à l'infini, de X scalaire EI, EI. C'est-à-dire la décomposition dans la base s'obtient simplement là du produit scalaire. Et ici on a une série et cette série converge. Attention, il y a une différence clé avec une base algébrique. Une base algébrique, il n'y a que des sommes finies, donc il n'y a pas de notion de convergence. De plus, la somme des x scalaires EI au carré est égale à la norme de x au carré. Donc la norme s'obtient à l'aide des coordonnées dans la base, exactement de la même façon que dans petit L2. Enfin, le produit scalaire, lui aussi, s'obtient à l'aide de produit scalaire avec les éléments de la base, tout simplement x scalaire
Y, c'est somme sur I élément de n, de x scalaire EI, Y scalaire EI bar. Donc tout se passe en fait comme dans petit L2. Alors attention, il y a une notion de convergence ici. L'espace H n'est pas l'espace vectoriel engendré par EI, c'est bien l'adhérence de cet espace. Point clé qui distingue la dimension infinie de la dimension finie. Alors, dans L2, un exemple de base est tout simplement la base canonique, petit ei, est égal au vecteur 0, 0, 0, 1 dans la ième coordonnée et 0 ailleurs. Donc ça, c'est la base canonique de petit L2, c'est une base orthonormée de petit L2. Alors, rappelons qu'un ensemble K dans H est convexe si, pour tout xy dans K et pour tout lambda compris entre 0 et 1, la combinaison qu'on dit convexe, lambda x plus 1 moins lambda y, est encore dans K. Un exemple type d'ensemble convexe sont les espaces vectoriels. Un espace vectoriel est évidemment convexe. Rappelons aussi qu'un espace vectoriel de dimension finie est automatiquement fermé. Donc ainsi, les espaces vectoriels de dimension finie sont des convexes fermés. Le point clé dans Hilbert est le théorème de projection. C'est le résultat central de tout ceci. Et le théorème de projection nous dit que si on prend K un convexe fermé, donc par exemple un sous-espace de dimension finie, et si on prend X qui n'appartient pas à K, alors il existe un unique Y0 dans K, qui réalise la distance de X à K. Donc, tel que pour tout Y dans K, x moins y est toujours plus grand que x moins y0. En d'autres termes, x moins y0 est le minimum sur les y dans K de x moins y en norme. Évidemment, si x est dans K, on prend y0 égale x, et la même chose reste vraie. Donc, x moins y0 est la distance de x à K. y0 est appelée la projection orthogonale de x sur K. Et si K est un espace vectoriel fermé, on va noter pk de x, cette projection, y0 égale pk de x, et pk, l'application qui a x associé y0. Donc si x est dans k, pk de x c'est x, et puis sinon, c'est quelque chose de plus compliqué. Et cette application est une application linéaire et continue. Et est appelée la projection orthogonale sur K. La propriété clé, ici, c'est que x moins pk
de x est orthogonal à tous les éléments de K. C'est pour tout y dans K, x moins pk de x est orthogonal à y. Faisons un dessin, on a un sous-espace, on a un vecteur qui n'y est pas. La projection orthogonale est le pied de cette hauteur, et on voit qu'elle est orthogonale à tous les y. Que x moins pk est bien orthogonal. Alors, introduisons maintenant la notion d'orthogonale. Si K est un sous-espace, l'orthogonale est l'ensemble des vecteurs y qui sont orthogonaux à tout le monde dans K. C'est-à-dire que l'ensemble des x tel que pour tout, l'ensemble des y tel que pour tout x dans K, x scalaire y égale 0. Et la propriété clé, c'est qu'un espace se décompose en une somme directe. H, c'est K, c'est l'adhérence de K, donc K, c'est K est fermé, plus son orthogonale, et c'est une somme directe, et que le double orthogonal, K orthogonal, c'est K bar. Alors ceci nous fournit un critère de densité, très pratique dans les espaces de Hilbert. K est dense si et seulement si son orthogonal est réduit à 0. Alors, nous allons maintenant utiliser le terme de projection pour construire des bases orthonormées. On suppose que H est séparable. Rappelons que cela veut dire qu'il existe une famille dénombrable et dense, c'est-à-dire que une suite xi dans i, telle que l'adhérence de la suite soit égale à h. De façon équivalente, ça signifie qu'il existe une famille dénombrable, telle que l'espace vectoriel engendré soit dense. Pourquoi? Parce qu'il suffit de prendre les combinaisons linéaires à coefficients rationnels, et ça forme une famille dénombrable, et on prend l'adhérence, et dans l'autre sens, il suffit de prendre une sous-famille libre. Alors ceci va nous permettre de construire des bases orthonormées à l'aide du procédé de Gram-Schmidt. Donc on part d'une famille FI telle que qui soit totale, c'est-à-dire telle que l'espace vectoriel engendré soit dense. Et à partir de cette famille totale, nous allons construire une base orthonormée. Alors on pourrait la supposer libre, et il se passera quelque chose si elle n'est pas libre. Je vais expliquer. Et donc nous allons orthonormaliser cette famille. Alors qu'est-ce qu'on fait? On va tout simplement commencer par poser E0 qui est F0 sur norme de F0. Ceci suppose évidemment que F0 ne soit pas nul, mais si elle est nulle, on la jette. On jette F0 et on renumérote, on commence à 1, etc. Donc E0, c'est F0 sur norme de F0. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On va prendre F1 dans l'espace vectoriel engendré par F0 et F1, qui va être orthogonal à E0. Donc l'espace vectoriel, c'est aussi celui engendré par E0 et E1. Donc nous allons remplacer F1 par un vecteur orthogonal qu'on va noter d'abord F tilde 1. Et comment est-ce qu'on obtient un vecteur orthogonal? Tout simplement par le fait qu'en retirant une projection, on obtient un vecteur orthogonal.
Donc, f tilde 1 va être f1 moins la projection orthogonale de f1 sur E0. Et cette projection orthogonale s'obtient simplement avec le produit scalaire. C'est f1 scalaire E0, E0. En effet, si on fait f tilde 1 scalaire E0, on obtient f1 scalaire E0 moins f1 scalaire E0, E0 scalaire E0. Et E0 scalaire E0, c'est 1, puis c'est le nombre de E0 au carré. Et donc on obtient f1 scalaire E0 moins f1 scalaire E0 qui fait 0. Donc c'est bien un vecteur orthogonal à E0. Donc ceci nous fournirait un vecteur orthogonal et nous voulons un vecteur orthonormal. Et donc il suffit de le diviser par la norme. Donc on va poser E1 égale f tilde 1 sur norme de f tilde 1. Alors évidemment, f tilde 1 ne doit pas être 0 pour que ceci soit autorisé. Et sinon, on jette ce vecteur et on passe au suivant. Ça voudrait simplement dire que f1 est collinéaire à E0, donc à f0. Bon, ensuite, une fois qu'on a construit E0 jusqu'à EK, on va construire EK plus 1, qui va simplement être FK plus 1. D'abord f tilde k plus 1, qui va être fk plus 1, moins sa projetée orthogonale sur les premiers vecteurs. Et cette projetée orthogonale, c'est simplement somme de i allant de 0 à k de f scalaire ei, fk plus 1 scalaire ei. Donc on vérifie assez aisément que ceci est bien la projetée orthogonale sur l'espace engendré par E0 à EK, qui est aussi l'espace vectoriel engendré par F0 à FK. Alors, la seule difficulté est que ce vecteur n'est pas forcément normalisé, et donc on divise à nouveau par la norme. Évidemment, pour ceci, il faut que le vecteur ne soit pas nul. S'il était nul, il suffirait de jeter ce vecteur et passer à la suite. Donc on saute l'étape si ce vecteur est nul. Et sinon, on peut normaliser et on obtient bien ainsi une base orthonormée. Alors nous avons déjà vu l'intérêt des bases orthonormées. Les bases orthonormées permettent d'écrire tout vecteur dans une base à l'aide du produit scalaire. Et le théorème de Gram-Schmidt dit que ceci fournit bien une base orthonormée. Donc c'est orthonormé, c'est assez facile à voir, et le sous-espace vectoriel engendré est bien dense. Alors, l'autre intérêt des bases orthonormées, c'est que ça permet d'écrire facilement les projections orthogonales. Si E est un sous-espace fermé dans Hilbert H, c'est lui-même un espace de Hilbert, puisqu'un sous-espace fermé dans un espace complet est complet. Donc supposons qu'il ait une base orthonormée. Alors la projection sur E s'écrit tout simplement somme des x scalaires ei, où ei est une base orthonormée de l'espace sur lequel on projette. Voilà, vous savez l'essentiel de ce qu'il faut savoir sur les espaces de Hilbert pour poursuivre.